ingénieure de projet européen. Je suis ingénieure de projet européen pour le CNRS et donc je travaille sur tous les projets européens en général pour les chercheurs du CNRS et de l'Université d'Orléans. Et aujourd'hui, nous serons en présence de deux intervenants, Elsa Urquizar et Thomas Rochette-Castel. Si vous voulez vous présenter, dire un petit mot, allez-y. Je me lance, donc bonjour à tous et à toutes. Merci de l'invitation. Du coup, comme ça a été dit, je suis coordinatrice du point de contact national pour deux des instruments du Conseil européen d'innovation, le Pathfinder et le Transition. Bonjour à tous, moi je m'appelle Thomas Rochette-Castel et je suis chargé d'affaires européennes à Orléans au sein de la cellule mutualisée Europe Recherche. Donc je vous aide vous en tant que chercheur pour le montage de projets, donc de l'idée jusqu'au dépôt. Et donc ça fait 12 ans 13 ans maintenant même, que je fais ce métier. Eh ben, je vous propose de commencer. Donc, je commencerai rapidement pour vous présenter Euclide. Pour ceux qui étaient déjà là aux épisodes précédents, ça va faire une petite répétition, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, les intervenants feront leur présentation. Vous pourrez évidemment poser vos questions. Ce que je vous propose, c'est de les mettre dans le chat ou de les garder pour la fin. S'il nous reste un peu de temps, ce sera un moment d'échange. Voilà. Donc, le réseau Euclide qui organise ces web-séries, c'est un réseau régional qui est basé en Centre-Val de Loire depuis 2016. Et en fait, la thématique principale, pourquoi ces acteurs se sont réunis ensemble, c'est pour accompagner les acteurs du territoire sur des problématiques européennes, notamment pour augmenter le nombre de dépôts, mais aussi le nombre de projets acceptés en région centre. Vous donner toutes les informations nécessaires, les nouveautés sur les programmes européens, vous faire vous rencontrer entre le public et le privé et vous montrer tous les instruments qui sont à votre disposition. Et puis vous aider dans votre processus de montage, de rédaction ou de création d'un nouveau consortium. Qui sont les membres principaux? Et bien évidemment la région Centre-Val de Loire, DEVEP, qui est une agence de développement économique régional, la cellule mutualisée Europe Recherche. Donc ça, c'est une cellule qui mutualise les ingénieurs de projets européens et les chargés d'affaires européennes des universités de Tours, d'Orléans, du CNRS et de l'INSA, Centre-Val de Loire. Des structures de recherche comme le BRGM ou l'INRAE, certains pôles de compétitivité et des clusters, la CCI, Centre-Val de Loire, le Studium et la DRARI. Eh bien, écoutez, j'arrête mon partage d'écran et je laisse la main. Je crois que c'est Elsa qui commence. C'est ça, exactement. Donc, je vais partager mon écran. On va commencer dans une petite minute. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok, c'est nickel. Et ben, je vais me lancer. Du coup, je vais tenter de vous présenter les appels Pathfinder, donc l'instrument Pathfinder qui est l'un des instruments du Conseil européen d'innovation. Mais avant tout, même si je me suis présentée très rapidement, je voulais préciser que je ne suis pas seule dans cette aventure de point de contact national. On est une équipe et donc je suis aussi accompagnée de deux personnes qui sont, elles, mises à disposition à 40% au ministère en tant que PCN et sinon sont sur leurs tâches leur autre job. Donc, on a Chiara Molinelli qui est, elle, à l'Université de Lille et qui est chargée d'affaires européennes. Et il y a Laurent Vol qui est, lui, à la Chambre des commerces et d'industrie de Bourgogne-Franche-Comté, et notamment dans le réseau EEN. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à nous contacter à l'adresse générique que vous voyez ici. On est tous les trois derrière et on répondra dès que possible. Et pour suivre l'actualité, on a aussi une petite page LinkedIn pour ceux qui utilisent ce réseau. Donc, pour rappel, le Horizon Europe, c'est le programme cadre de la Commission européenne qui est pour durer 7 ans, qui dure de 2021 à 2027 avec un budget de 95 milliards d'euros pour ces 7 années-là. Et donc, nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur le Conseil européen de l'innovation qui se trouve dans le troisième pilier. Le troisième pilier ayant pour objectif l'Europe innovante, c'est-à-dire à faire de l'Europe un continent plus performant en termes d'innovation. Avant de rentrer dans le détail de l'instrument, je voulais vous présenter de manière plus globale les objectifs du Conseil européen de l'innovation.
Pourquoi on a créé ce conseil qui n'existait pas en fait sous Horizon 2020, donc l'ancien programme cadre. C'est parce qu'en fait, il y a eu une volonté de créer un outil, un facilitateur pour les innovateurs européens, et donc qui permettrait à terme pour l'Europe de positionner l'Europe comme un leader en innovation, mais aussi donc de fournir des instruments de financement qui répondent à des critères de maturité technologique différents et qui permet donc d'accompagner des innovateurs pour des technologies qui sont trop risquées pour l'instant pour les investisseurs privés et qui demandent donc beaucoup de fonds. Donc, l'EIC essaye de pousser ces technologies dont la société et l'économie ont besoin et de proposer des typologies d'outils les aidant. Donc, si on résume, en soi, c'est de financer des innovations radicales à haut risque. Alors ça, c'est très important. C'est aussi on va dire, la nature des technologies qui sont financées. C'est pas simplement innovant, parce que l'innovation, c'est un terme qui englobe beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, on est sur des innovations dites de rupture. C'est-à-dire que c'est des innovations qui sont en rupture avec l'état de l'art actuel, qui vont avoir apporter un changement très important dans leurs domaines respectifs, qui vont avoir le potentiel de créer de nouveaux marchés. Et le but, c'est de donner les moyens à ces innovateurs, aux chercheurs et chercheuses, les moyens financiers, mais aussi le cadre adéquat pour dérisquer ces technologies et à terme attirer des investisseurs privés. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la personne qui a fait la recherche initiale qui va devoir porter la technologie sur le marché. Hein. Il y a tout un processus et j'y reviendrai. Et donc couvrir ce qu'on appelle, mais ça je vais vous montrer dans l'autre slide, l'échelle TRL. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'échelle TRL, c'est Technology Readiness Level. C'est une échelle qui permet en fait de positionner le niveau de maturité de votre technologie. Si vraiment je résume un peu simplement, TRL 1, vous avez l'idée, TRL 9, le produit est sur le marché. Donc c'est l'évolution du développement technologique. Donc, l'objectif de ce Conseil européen de l'innovation, ça va être de transformer la science en innovation, donc faire ce cheminement donc, de l'idée au marché. On va avoir un budget d'environ 10 milliards d'euros pour 7 ans, avec un programme de travail annuel, donc c'est chaque année à peu près en décembre, qui est publié le programme de travail pour l'année suivante, avec les appels, les différents challenges. Je vais y revenir rapidement sur ce que sont les challenges, mais en tout cas, c'est pas si vous êtes des habitués d'Horizon Europe ou Horizon 2020 et plutôt du pilier 2. On est sur des appels des programmes 4, des programmes de travail pardon, qui sont sur 2 ans, alors que là, on est sur 1 an. On a 2 typologies d'appels. On a des appels bottom-up et top-down. Donc, c'est une approche hybride qui permet d'un côté de laisser, via les appels bottom-up, les communautés faire remonter des sujets qui sont importants pour eux. Et donc, en laissant ces appels blancs, donc les appels open que vous voyez en dessous, ça laisse cette liberté-là à la communauté. Et puis, on a aussi les appels top-down, donc qui vont plutôt être des demandes descendantes, thématiques, des appels thématiques pour résumer, qui vont s'appeler les challenges de manière générale aussi, parce que ce n'est pas que pour le Pathfinder, mais enfin un focus Pathfinder, où ça va aussi donner l'opportunité à la commission de faire redescendre des priorités technologiques qui lui semblent importantes. Donc, on a une priorité sur la deep tech. Donc, en soi, ce qu'on entend par deep tech, la deep tech, ça va être des innovations basées sur de la recherche qui sort de laboratoire et des innovations qui, en soi, demandent une vision à long terme, des investissements importants, car encore beaucoup de choses à faire, mais en termes de moyens pour dérisquer ces technologies-là. Donc, comme vous le voyez, par rapport à l'échelle TRL, le Pathfinder se positionne aux premiers échelons. C'est-à-dire qu'on va on va commencer son projet Pathfinder, on est en TRL 1, 2. On peut avoir des petits résultats préliminaires qui permettent d'aller, de se positionner à cette échelle-là. Et en tout cas, à la fin du projet, on est simplement en TRL 3-4. Donc, TRL 3-4, TRL 3, c'est une preuve de faisabilité, une POC. Et TRL 4, c'est validation en laboratoire. Donc, on ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets qui vont durer 3-4 ans et qui sont du coup très risqués et qui demandent vraiment du temps pour passer ces quelques échelles-là, si je puis dire. Après, si vous arrivez à aller plus loin à la fin de votre projet, ils ne vont pas vous taper sur les doigts. Mais on va dire sur l'optique de base, c'est d'avoir cette ambition-là. Donc, le Pathfinder, on est sur de la recherche exploratoire, comme vous pouvez le voir, parce qu'on est vraiment au prémices avec une visée technologique bien précise. Et je répète, on a les appels blancs open, les appels challenge qui sont thématiques. Et cette année, en 2023, on a 5 appels thématiques.
Je ne sais plus si je les ai notés, on va voir ça ensemble. Mais en tout cas, ils changent chaque année. Donc, s'il y en a qui vous intéressent cette année, la deadline, elle est en octobre pour 2023, 18 octobre 2023. Et ils ne seront plus là l'année prochaine. Ça sera de nouveaux challenges. Donc, il ne faut pas hésiter à foncer. Alors, pour résumer, la philosophie même du Pathfinder, on est, comme je disais, sur la recherche exploratoire avec une visée technologique. Il faut arriver à montrer l'impact aussi positif que la technologie aurait sur la société, mais aussi enfin, sur le long terme, que ce soit une vision sur le long terme pour la science et pour la technologie, mais aussi une vision sur le long terme de quel est l'apport, en fait. Si vous développez, si vous faites cette recherche-là et que vous arrivez à développer, je dis n'importe quoi, une thérapie qui permettrait de résoudre telle typologie pathologique qu'on n'arrive pas à soigner pour l'instant, bah, quels seront les bénéfices? Alors, il ne suffit pas de dire ça sera évidemment bénéfique parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui pourront avoir un traitement, mais il nous faut des chiffres, il faut arriver à évaluer l'impact que ça pourrait avoir sur la société et sur l'économie. Dans un Pathfinder, comme j'ai pu le dire, c'est des technologies qui sont en rupture, donc on n'est pas sûr en soi d'arriver à ces objectifs parce que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui n'a jamais été fait a priori auparavant. Donc, on va avoir une méthodologie qu'on nomme high risk, high gain. Donc, on a des risques forts, mais en même temps, si on arrive à atteindre les objectifs, on a des gains très importants également. Donc, point important dans les Pathfinder, il ne faut surtout pas cacher le fait qu'il y ait des risques. Et que votre développement sous-tend des risques. Alors, le tout, c'est de montrer que vous avez un plan de mitigation des risques et que vous arriverez à rebondir si le plan A ne marche pas et comment vous allez en tirer du positif et comment vous allez faire. Vous avez prévu des scénarios alternatifs. Donc, l'objectif de ce premier projet de Pathfinder, c'est d'avoir atteint les fondations de la technologie ambitionnée. C'est-à-dire que vous posez les bases solides pour dire, OK, ma technologie, elle a un potentiel, on peut en tirer quelque chose, c'est ça qu'on veut avoir à la fin d'un Pathfinder. Donc, les objectifs, si on résume, c'est de la recherche et du développement interdisciplinaire, une preuve de concept à la clé, une preuve de faisabilité, une validation des bases scientifiques et technologiques et prévoir l'après. Et ça, j'attendais la fin pour le mentionner parce que l'après, c'est quelque chose qui est souvent bien négligé. Quand je dis l'après, c'est l'après immédiat après le projet. C'est-à-dire, c'est pas la vision à long terme que je viens de vous mentionner sur l'impact que ça aurait dans 10 ans si vraiment la techno, elle sort. Et là, on parle de l'après, de concrètement, du coup, il se passe quoi à la fin du projet? C'est ça qu'ils veulent absolument éviter en créant un Conseil européen d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a un continuum et qu'il y a un suivi. Donc, il ne faut pas du tout négliger et arrêter votre vision à la durée même du projet. Ils vont vouloir savoir, bon, du coup, si vous arrivez à créer des résultats intéressants, qui va s'en saisir? Est-ce que c'est vous, en tant que chercheur, qui avait une ambition entrepreneuriale et que vous allez peut-être créer une spin-off? Est-ce que non? Justement, vous êtes déjà en contact avec une PME qui est dans le milieu et qui pourrait être intéressée pour reprendre les résultats? Est-ce que, justement, vous avez des personnes de votre équipe, sans que ce soit vous, peut-être des jeunes qui ont rejoint l'équipe, qui voudraient créer une startup, etc., etc. Il y a plein d'options. Là, je vous en mentionne qu'une ou deux, mais il y en a énormément. Mais justement, en tout cas, il faut leur montrer le scénario qui vous semble le plus pertinent selon vos ambitions et les besoins de la techno que vous allez faire. Après, si dans les faits, n'oublions pas que c'est un projet, hein, si dans les faits, pendant votre projet, vous vous rendez compte que vous avez une passion pour l'entrepreneuriat et que finalement, vous voulez créer votre spin-off et que vous avez le cadre qui vous le permet, vous pouvez changer les plans. Mais en tout cas, il faut montrer que vous avez pensé à l'après et vous avez aussi pensé à la gestion de la propriété intellectuelle parce que vous allez sûrement générer des résultats qui seront brevetables ou en tout cas protégeables. Et on sait que une mauvaise gestion de la propriété intellectuelle peut complètement faire capoter le développement d'une technologie. Donc, c'est important de bien mettre en avant la façon dont vous allez gérer cette propriété. Et puis finalement, bon, pour résumer, pour le côté un peu plus pratico-pratique, les appels Pathfinder, c'est des subventions à 100% et c'est des frais réels. Donc, vous êtes remboursé à 100% des frais engagés sur le projet. Donc, on va commencer par le Open, l'appel blanc. C'est des règles d'éligibilité que, pour ceux qui connaissent Horizon Europe, ne vont pas vous choquer. C'est l'habituel. 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents. 3 pays différents, États membres ou États associés, avec au moins un État membre. Mais bon, en soi, la question ne se pose pas, parce que si vous êtes dedans, c'est qu'il y a la France. Mais en tout cas, c'est minimum 3 entités légales avec 3 pays différents. Et après, il n'y a pas de maximum. Après, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde la taille des consortiums, on est plutôt sur ce qu'on considère comme des petits consortiums comparé à ce qu'on peut trouver dans le pilier 2. C'est-à-dire que la moyenne, je crois qu'elle est à
6 partenaires, on va dire qu'on est à grand max 10 partenaires. Et après, il n'y a vraiment pas de règles officieuses qu'il faut connaître pour être sûr de cocher des cases. Vraiment, le but, c'est que le consortium soit pertinent pour le développement de votre projet et pour les objectifs que vous fixez. Il faut que chaque partenaire soit justifié et qu'il n'y ait pas de doublons pour cocher des cases et se dire, bon, bah, je vais rentrer dans les clous. C'est tellement compétitif en soi que, comme on dit, le diable est dans les détails. Alors, j'ai mis un gros rouge, attention aux pays associés. Bon, après, vous êtes accompagnés, et donc les personnes qui vous accompagnent connaissent très bien ces règles-là. Mais justement, avant de faire des plans sur la comète, comme on dit, attention de checker si vous avez des collègues dans des pays qui ne sont pas éligibles, de voir sous quelles conditions ils peuvent participer, parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas financés et qu'ils ne comptent pas dans ces fameuses 3 entités légales, qu'ils ne peuvent pas participer. On peut très bien, par exemple, l'exemple type, c'est les Suisses. Les Suisses ne sont pas pas un pays associé et donc ne compte pas dans les 3 entités légales de base. Après, si vous avez un collègue suisse, il peut très bien participer, c'est juste qu'il sera financé. Alors, dans ce cas-là, parce que les Suisses, ils ont, si je ne dis pas de bêtises, un fonds de garantie, ils vont être financés par leur gouvernement à eux, de leur côté, mais il n'y a rien qui les interdit à prendre part au consortium. Il ne faut surtout pas prendre ça comme une limitation. Pour le budget du Pathfinder Open, 3 millions. Alors, ils disent appropriate, c'est-à-dire que c'est 3 millions, mais vous pouvez demander plus. Vous pouvez demander moins également, ça, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Mais vous pouvez demander plus si vous justifiez proprement la raison de votre... en fait, sans justifier le dépassement des 3 millions, plus tant que vous justifiez bien votre projet et votre budget, en soi, ça peut passer. On voit que la moyenne des projets Pathfinder, elle est à 3,2 millions. Donc, on voit de toute façon que la moyenne, elle est déjà au-dessus des 3 millions. La durée, en fait, il n'y a pas de durée qui est indiquée. Nous, on vous a mis 36 à 60 mois parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais en gros, c'est vraiment à adapter aux objectifs. On sait qu'il y a des domaines où on va avoir besoin de plus de temps, comme la clinique, etc. Et puis là, on vous a mis le budget. Ça, oui, ça a passé tout seul. Les slides passent toutes seules. Donc, je vais essayer de faire attention à dire ce qui apparaît sur mon écran. Et vous avez mis le budget de 2023 et à voir pour 2024. Après 2024, il va y avoir une petite réduction de budget, mais on verra comment ça va être. On ne sait pas encore comment ça va être réparti sur les différents instruments. Et après, on a les Pathfinder Challenge. Donc, comme je disais, c'est des thématiques précises. Et là, on va avoir une plus grosse souplesse sur la typologie des projets. On va avoir des projets 3 et plus, comme je viens de vous présenter. Mais vous pouvez aussi être monobénéficiaire, c'est-à-dire y aller seul, ou alors un consortium de 2 entités. Alors, bien sûr, toujours 2 pays différents. On ne peut pas faire des projets franco-français. Toujours attention aux pays associés. Là, le montant qui est recommandé, il est de 4 millions et pas de 3 millions. La durée, c'est pareil, c'est souple. Et la deadline, parce que je ne vous ai pas mis la deadline du Pathfinder Open, parce qu'elle est passée en 2023, c'était en mars. Mais vous pouvez vous attendre à ce que celle de Open arrive en mars aussi. En fait, ça va être chaque fois à peu près en mars de l'année. Et là, Pathfinder Challenge, c'est pas encore passé, c'est le 18 octobre. Et je crois que d'ailleurs, l'appel ouvre aujourd'hui. Ah oui, et donc je vous ai mis quand même, je me disais, les noms des challenges de cette année, donc de 2023. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs thématiques qui sont représentées. On a un peu de l'agri-food, on a de l'espace, on a de l'électronique, de l'énergie. Donc vraiment, on a plusieurs thématiques et donc ça va changer. Il y a vraiment un roulement annuel. Donc s'il y a vraiment un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, qu'on en parle, que je vous fournisse les documents. Et comme vous pouvez le voir, la particularité des Pathfinder Challenge, c'est qu'en fait, on a vraiment un appel distinct sur le portail où vous devez soumettre votre proposition. Vous avez un guide, c'est-à-dire c'est un document qui fait une dizaine de pages, qui est, on va dire, la Bible de votre challenge. Donc, vous avez le contexte, qui est attendu, le portefeuille, comment il va être composé. Et par challenge, il y a un portefeuille de projets qui va être sélectionné. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez travailler en synergie avec d'autres projets. Alors, bien sûr, vous avez votre projet à vous, mais vous allez faire partie d'un engrenage un peu plus grand que cela, qui va être managé par un programme manager qui est une personne physique qui existe. Si je prends un exemple, Precision Nutrition, le programme manager, c'est Ivan Stefani, qui est situé à la Commission européenne, enfin à l'EISMEA. Et c'est lui qui a rédigé le guide, qui a expliqué ce qu'il attend dans son projet, dans son portefeuille. Il a expliqué quel type de projet il voudrait avoir. Et ce sera lui qui sélectionnera, avec bien sûr un panel, bien sûr, en deuxième étape, les projets qui feront partie de son portfolio. Donc, si vous avez des questions là-dessus, je vais essayer pas de passer 3 ans dessus, mais n'hésitez pas à me contacter, qu'on fasse un rendez-vous sur un sujet qui vous intéresse. Et bien sûr, j'ai remis les défis changent chaque année.
Je vais aller vite sur le système d'évaluation, mais en soi, ce qui est important à retenir, c'est que vous soumettez votre projet. Il n'y a pas plusieurs étapes. C'est-à-dire que vous soumettez une fois l'entièreté de votre projet. Ça va être de 17 à 25 pages, suivant si vous déposez un open ou un challenge. Mais après, une fois que votre projet est soumis, il va être d'abord évalué par au moins 3 évaluateurs qu'on dit en remote, c'est-à-dire qu'ils sont chacun dans leur coin, il n'y a pas de consensus qui va être mis. Donc, ils vont mettre leurs commentaires sur les parties, les sous-parties des critères d'évaluation. À l'issue de cette première étape, entre guillemets, vous allez recevoir les commentaires de ces évaluateurs, bien sûr anonymes. Vous n'allez pas savoir les notes qu'ils ont mis, mais vous allez avoir les commentaires. Et vous aurez le droit à ce qu'on appelle un droit de réponse, qui doit être soumis dans les 8 jours après la notification et 8 jours calendaires. Donc, vous recevez une notif, on sait à peu près quand ça va tomber, mais c'est à la semaine près, donc on ne peut pas vous dire au jour près non plus. Et vous devez répondre dans le cas où il y a eu des quiproquos ou vraiment des incompréhensions de la part des évaluateurs. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas d'ajouter des éléments, c'est pas si on vous dit oui, c'est pas très bien détaillé la méthodologie. Vous ne pouvez pas dire oui, mais on n'a pas eu assez de place. Le but, c'est pas de faire une extension de son projet parce que après, ils prendront ou pas en compte votre réponse selon le contenu. Donc après, vous pouvez essayer, mais le risque, c'est qu'ils ne prennent pas du tout en compte votre réponse. Mais en tout cas, vous avez cette option-là qui permet d'éviter des biais où on peut partir sur un quiproquo d'un évaluateur qui a mal compris et qui lise beaucoup de projets. Et vous, ça vous donne l'opportunité quand même de un petit peu quand même défendre votre projet. Et puis, après ce rébutal, il va y avoir un panel committee, enfin un comité d'évaluation qui va se réunir dans une pièce. Donc là, il y a un consensus. Quand c'est un cas d'un challenge, il va y avoir le programme manager qui est le chair. Et c'est là où va être donnée la note finale. Et on va sélectionner les différents projets qui recevront un financement. Mais en tout cas, vous déposez votre projet à la deadline, avant la deadline justement. Et après, vous aurez juste à répondre à des commentaires. Et après, vous n'avez rien d'autre à faire de votre côté. Je ne vais pas rentrer dans les détails des critères d'évaluation, mais en soi, vous avez excellence, impact et implémentation ou mise en œuvre, qui sont les 3 grosses parties qu'on retrouve à tous les projets européens pratiquement. Sachez que l'excellence prend 60% de la note, donc c'est très important de ne pas le négliger. Alors, il ne faut surtout pas non plus négliger les autres, parce que comme on est sur des appels compétitifs, il faut bien faire attention à ne pas lésiner sur le moindre détail. Quand vous êtes sur un projet de challenge, vous voyez que dans la partie objectif de la partie excellence, on va aussi vous demander une partie sur l'adéquation du challenge de votre projet avec le challenge visé. Et donc voilà, donc vous voyez, on retrouve la vision à long terme. Je vois une belle coquille. La vision à long terme est radicalement nouvelle, science vers la technologie disruptive, les objectifs, l'interdisciplinarité. Dans l'impact, on va avoir l'impact à long terme, le potentiel d'innovation, c'est ce que je vous mentionnais, l'après, la communication et la dissémination. Et puis, bon, dans l'implémentation, c'est un peu ce qu'on retrouve, le work plan, les allocations des ressources et la qualité du consortium. Ah oui, je ne savais plus que j'avais fait cette petite slide. Mais du coup, alors, que se passe-t-il? Quels sont les avantages si vous êtes bénéficiaire d'un Pathfinder? C'est qu'en fait, vous êtes automatiquement éligible à un EIC Transition. Alors, l'EIC Transition, c'est l'étape suivante, comme vous avez pu le voir précédemment dans notre belle échelle TRL. C'est-à-dire que vous avez des résultats qui sont probants, qui sont intéressants, le potentiel est là. Donc, vous dites, écoutez, on ne va pas laisser ça dormir dans les cartons. Il faut qu'on saisisse l'opportunité. Donc, on va vouloir prendre ces résultats et essayer de les pousser plus loin. Donc, partir sur du développement technologique et en parallèle, commencer un draft de business plan et commencer à se pencher sur le marché, les perspectives, etc. Ça peut être vous, en tant que chercheur ou chercheuse qui avez porté le Pathfinder initial, qui peut avoir l'envie d'aller vers la transition via une spin-off ou autre. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas l'envie, trouver une PME ou faire des accords, à vous de voir la fonctionnalité, enfin comment vous voulez fonctionner. Et cette PME peut aller déposer une transition avec votre résultat, bien sûr, sous couvert de licence d'exploitation, de tout ce qui est encadré, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui leur a demandé. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation à être le propriétaire des résultats pour aller poser en transition. Donc, c'est à vous de voir selon la volonté que vous avez et l'envie que vous avez l'envie que vous avez selon les résultats qui sont sortis de votre Pathfinder initial.
Donc là, comme je disais, ça va être de la recherche, du développement technologique, des activités de validation. Et en parallèle, on va avoir des activités type études de marché, analyse de rentabilité, perspective d'évolution. Et ce qu'on attend en fait en fin de transition, ça va être d'avoir démontré la faisabilité de la technologie dans un environnement opérationnel et avoir développé un modèle, un modèle assez viable de business plan pour potentiellement par la suite aller vers un accélérateur. Et si votre Pathfinder s'est super bien passé, et que vous êtes allé super vite et que vous êtes déjà en TRL 5-6 à la fin d'un Pathfinder, c'est possible, ben vous avez ce qu'on appelle le fast track qui permet de sauter directement l'étape de transition pour aller vers l'accélérateur et même sauter certaines étapes de l'évaluation de l'accélérateur. Si je résume, vraiment. Donc, je vous ai mis toutes les infos pour potentiellement vous aider. Donc, on a fait un petit site où il y a nos actualités, tous nos webinaires en replay. Dès qu'on fait la publication des résultats, ça va être là aussi. On a une petite FAQ qui peut être utile. Il y a le site aussi officiel de l'EIC, la FAQ de l'EIC qui est intéressante. Et puis, je vous ai remis notre adresse, mais aussi l'adresse du PCN juridique et financier qui est très, très utile. Elles sont les expertes de tout ce qui est budget, de tout ce qui est un peu technique. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site et à les contacter si vous ne trouvez pas la réponse. Donc voilà, je crois que c'est tout bon pour moi. J'espère que je ne vous ai pas assommé d'informations. Et du coup, je vais laisser la parole à Thomas. Je vais arrêter le partage peut-être. Il y en a qui ont peut-être des questions avant que à te poser, avant qu'on passe à ma Ah oui, partie non, je peut-être. ne savais pas si on mutualisait à la fin toutes les questions ou si on... Je ne sais pas comment. Euh, comme... Tu vas peut-être répondre à des choses là, Thomas. Ah Oui, oui, tu as raison. Bon, allez, on Peut-être. mutualise les questions à la fin. Si vous avez vas-y, on peur de fait les ça. oublier, vous pouvez les mettre dans le chat, comme ça elles seront inscrites et Voilà. Thomas peut commencer. Merci. Très bien. Eh ben, merci Elsa donc, de cette présentation de l'appel. Moi, je vais vous parler. Donc, Elsa nous a parlé beaucoup du quoi et du pourtour de l'appel, etc. Voilà, pour vous donner les clés de compréhension. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter comment maintenant ça se passe pour se lancer dans le projet et surtout vous donner des conseils pratiques pour réfléchir et penser votre projet pour avoir le plus de chances de réussite. Donc, je mets juste le partage. Euh, Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Eh bien, parfait. Dans un premier temps, je vous présente ce qu'on vous propose pour vous aider et après, je vous parle des conseils. Donc, la première chose, c'est que moi, je fais partie de la cellule mutualisée Europe Recherche avec Lise. Donc, on est vos contacts locaux sur tout ce qui est montage de projets européens. Donc, on est vraiment là pour vous aider à avoir le plus de chances de réussite dans vos projets européens et aussi vous faire gagner du temps pour que le montage ne soit pas trop chronophage. On vous propose bien sûr des rendez-vous individuels, de l'aide au montage, on fait des formations et on communique beaucoup, on essaie de vous sensibiliser comme aujourd'hui. Alors, voici notre petite équipe. Il y a Lise qui a parlé en introduction et moi-même et Gayenaka qui sont au CNRS. Ensuite, on a Francisca Metzinger, Emeline Alexandre et Louise qui est à l'Université de Tours. Et quelqu'un d'autre sera bientôt recruté à l'Université d'Orléans. Donc on sera 7 quand cette personne sera arrivée, experts en montage de projets européens pour vous accompagner. Donc comment ça se passe? L'idée, c'est toujours la même chose, hein, c'est d'anticiper au maximum. Plus vous allez anticiper et en fait, plus vous aurez de chances de réussite. Bon, on a déjà vu des projets qui en 1 ou 2 mois de rédaction, passent, mais c'est quand même assez rare. Plus vous prendrez de temps et mieux ce sera. Donc en fait, là, on a un on est plutôt en bon timing pour le Pathfinder. L'idée, c'est de beaucoup travailler sur l'idée justement. Nous, on est là en amont, donc là, on a mis 10 mois, hein, ça peut être 12 mois, bon, ça peut être un peu moins aussi, ça peut être 8 mois, mais l'idée, c'est quand même bien en avance, avant la deadline, de trouver ensemble donc l'appel à projet qui vous correspond. Donc là, si on part nous, on peut vous aider là-dessus. Là, si on voit qu'ensemble, vous voulez absolument monter un EIC Pathfinder, on peut être là aussi pour vous dire non, votre idée n'est pas faite pour ça. Il y a un autre appel qui est fait pour. Et si l'idée de l'EIC Pathfinder correspond à votre projet, on peut continuer là-dessus. Donc on est vraiment là en phase de pré-projet pour ne pas vous faire perdre du temps par la suite.
Ensuite, on vous aide à constituer le consortium. J'y viendrai après, mais c'est quelque chose de très important, notamment dans ce style de projet. Et surtout, du moment où on a en gros, une idée qui correspond à l'appel et des partenaires, on vous aide surtout en gros dans toutes les étapes de la feuille blanche jusqu'au soutien. Donc on vous aide à conceptualiser pour le transformer en projet, c'est la partie un peu coaching et suivi du consortium. On vous donne des conseils de rédaction. Sur la partie impact du projet, dont parlait Elsa tout à l'heure, on passe par un cabinet qui peut vous rédiger, si vous êtes coordinateur, je précise, cette partie-là. Donc notamment tout ce qui est études de marché, souvent un chercheur peut être perdu sur cette partie-là. C'est un gros effet levier pour vous aider dans cette étape. Et ensuite, on vous aide dans toutes les parties administratives, budgétaires, on vous conseille sur la partie scientifique. Enfin, on essaie de vraiment vous aider c'est du jeu au jour le jour. On est vraiment votre contact privilégié, de l'idée jusqu'au dépôt. Donc, si à l'issue de ce webinaire, vous dites: «Tiens, chouette, ça me tente vraiment de monter un projet», faut nous contacter le plus tôt possible. Même si c'est juste un mail en disant: «J'ai envie de monter le IC Pathfinder». Comme ça, moi, je mets ça dans un coin et de temps en temps, je vous explique, on essaie de se voir quand vous avez un peu de temps et on se pose vraiment, plutôt que d'attendre et puis de commencer à rédiger et de nous contacter après où là, on va perdre du temps. Donc voilà pour, ce qu'on peut faire pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à contacter une personne de l'ACMER, vous aurez la présentation et on pourra vraiment vous accompagner, dans toutes les étapes. Donc maintenant, l'EIC. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu, moi, le retour d'expérience que j'ai sur les montages d'EIC, et sur tout ce qui s'est passé ou mal passé, en fait, quand j'ai monté avec des chercheurs des EIC et je finirai par un petit exemple, d'un EIC qu'on a obtenu, l'année dernière et qui est quand même un bon exemple pour vous donner juste, en quelques mots. J'ai pris juste les données du site internet, pour avoir un petit peu ce que ça peut donner un projet EIC. Donc les facteurs de clé de réussite, la première chose, c'est vraiment avoir une idée, qui a le potentiel, je dirais, de révolutionner le marché, presque plus que l'état de l'art. Parce que souvent, quand on est scientifique, on pense à des idées qui vont révolutionner son état de l'art ou la partie scientifique. Et après, on commence à se poser les questions sur le marché. Donc, on peut tout à fait faire ça dans cet ordre-là, mais il faut vraiment, en fait, penser marché quand on monte un projet EIC. Alors, je sais très bien que quand on est chercheur dans un laboratoire, surtout quand on fait beaucoup de la recherche fondamentale, on est souvent un peu loin du marché et c'est complexe. Mais ça, on peut vous aider à le faire. Il y a aussi dans vos consortiums des fois des entreprises ou des laboratoires qui sont peut-être plus proches du marché et qui ont plus de données là-dessus. Ça, c'est vraiment, les 2 sont liés en fait, puisque on l'a vu quand on est sur un programme EIC, on est quand même sur du TRL très bas. Donc vous allez faire de la recherche fondamentale. Vous n'allez pas faire, des choses vous n'allez pas faire rarement un prototype. Ça peut arriver, mais vous allez jamais faire un truc qui va être commercialisé, après. Au mieux, vous allez avoir un prototype, on va dire, un 1er prototype ou quelque chose qui peut fonctionner. Mais c'est vraiment le grand max sur ce genre de projet. Souvent, on est plus sur une vision long terme. Donc vraiment, ce qu'il faut faire, c'est imaginer ce que ça va donner sur le marché. Donc comment faire pour ça? C'est qu'en fait, il faut vraiment se donner des objectifs qui soient ambitieux. Il faut vraiment, que ça soit quelque chose qui mette un pavé dans la mare et il faut répondre à un besoin. Donc souvent, il faut vraiment expliquer le problème. Il faut voir que les reviewers, ils sont pas forcément toujours experts du souci, enfin du problème, enfin du sujet scientifique et il y a des fois des projets qui sont mis un peu sur le côté parce que, on n'a pas été assez pédagogue sur le besoin réel, qu'a le projet et que peut, apporter sur le marché et sur le parti scientifique. Donc plus vous aurez quelque chose de cadré, de spécifique et qui soit bien expliqué, dans lequel vous avez bien expliqué les choses, qu'est-ce que ça pouvait faire, plus vous allez aider le reviewer à comprendre l'ambition du projet. Donc c'est la vision long terme avec une rupture avec l'existant. Et ce qu'il faut surtout proposer, c'est en fait une analyse du marché et de l'état de l'art. Donc l'état de l'art, en général, vous savez faire et l'analyse du marché, il ne faut vraiment pas l'oublier parce que l'EIC est vraiment un programme technologique. Avec l'EIC, vous n'allez pas réinventer des théories ou réécrire des bouquins, vous allez révolutionner un domaine technologique. Alors bien sûr, vous êtes la première pierre à l'édifice, ce sera des gens plus tard
d'autres personnes ou vous-même si vous décidez de créer une startup après, mais ça sera une phase après le projet de révolutionner le marché. Mais vous êtes la première étape et ça, faut en être conscient. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, nous, on propose quand même aussi l'aide de notre cabinet de conseil sur toute cette étape justement d'études de marché et d'impact. Voilà, comment est la mare et quand on va acheter le pavé du projet, qu'est-ce qui va se passer dans la mare. Ensuite, ce qui va beaucoup compter dans ce genre de projet, hein, au vu de mon expérience, c'est quand même le réseau de partenaires. Il faut vraiment que ça soit un réseau pertinent et que chaque partenaire soit une brique nécessaire au projet. Alors souvent, on parle de transdisciplinarité en tant que scientifique, on pense, je ne sais pas si je fais de la bioinformatique, on va avoir des gens qui font de la biologie et des gens qui font de l'informatique. Quand je parle de réseau transdisciplinaire, il y a cette notion de transdisciplinarité scientifique, mais aussi de chaîne de valeur. C'est-à-dire, il va falloir des chercheurs qui sont plutôt fondamentaux, des chercheurs qui ont une notion plutôt de l'appliqué et des entreprises qui pourraient potentiellement utiliser les résultats. C'est super important d'impliquer une entreprise dans le projet. Il y a des projets, hein, enfin moi j'en ai pas vu, mais il y a des projets UIC, de ce que j'ai compris, peut-être que toi tu en as vu Elsa, où il y a que des scientifiques. Mais je pense que, c'est quand même plus complexe et ça va dépendre de la partie, c'est que, donner en fait, une entreprise dans le projet, à minima dans l'advisory group, ça va quand même donner, une contextualité à votre projet. Ça va un peu montrer que, vous justement, vous avez une notion du marché, vous savez comment vous allez travailler vers le marché. L'advisory group, c'est quoi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est des groupes d'experts qui vont aller regarder les résultats du projet et donner, des avis ou orienter les résultats. Donc en fait, ils sont externes au projet. Donc s'il y a vraiment aucun intérêt dans votre idée ou dans votre projet d'avoir une entreprise vraiment, parce qu'elle a aucun intérêt à travailler vraiment dans le cœur du projet, c'est quand même bien d'en avoir, qui soit dans un advisory group pour, dire: «Tiens, moi, mon besoin, ce sera d'utiliser vos résultats plus tard de telle manière et là, telle base de données pour moi, elle est super importante, c'est génial». Enfin voilà, c'est de montrer ça. Un autre truc qui est un petit peu plus, on va dire, ça on peut le retrouver dans tous les projets, c'est qu'il faut surtout, utiliser des schémas, des images et être assez visuel, toujours dans cette, notion en fait de pédagogie. Parce que typiquement quand on parle de marché ou, d'état de l'art, le reviewer, il va pas forcément connaître le marché ou l'état de l'art, de votre projet. Il va avoir des notions bien sûr scientifiques, un petit peu plus hautes enfin un chapeau un petit peu plus haut. Il va falloir faire preuve un petit peu de pédagogie. Donc ensuite sur les EIC, il faut aussi pas se décourager au premier échec. On voit souvent, des EIC qui sont obtenus au 2e dépôt, parce que ça reste quand même des projets qui sont assez compétitifs. Voilà, donc faut aussi se dire potentiellement que, on l'aura peut-être pas du premier coup, mais on l'aura peut-être, du deuxième coup. Une chose qui est vraiment importante aussi, c'est d'avoir des livrables qui sont assez tangibles. Heu, Parce qu'en fait, souvent, on a un peu peur surtout quand on est français, parce on n'ose pas trop dire, tiens, survendre les choses ou être un peu à l'américaine, en dire: «On va vendre du rêve». Oui, mais moi, je suis pas sûr d'avoir mon résultat. Là, par exemple, si je veux inventer, demain, une boîte, pour dépolluer l'eau, je suis pas sûr de la faire, quoi. Donc je sais que j'ai les moyens, que si mon idée fonctionne, je pense que peut-être ça va marcher, mais je suis pas sûr, donc je vais quand même pas mettre, ça en livrable, un petit prototype, je vais pas le faire ou justement une preuve de concept. Faut vraiment le mettre et il faut vraiment le montrer, le dire dès le début et dire que ça va marcher. Faut écrire à l'américaine, si je puis dire et il faut avoir des indicateurs aussi de performance. C'est-à-dire, faut vous dire: «Voilà, si moi mon projet par exemple, c'est dépolluer l'eau ou désaliniser la mer pour, avoir, de l'eau», je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, je vais trouver un super moyen, ça va pas coûter cher, et à la fin du projet, j'aurai une preuve de concept pour montrer que ça marche et que ça coûtera pas cher. Mes indicateurs de performance, c'est, le taux de désalinisation de l'eau et j'en ai plusieurs pendant mon projet et il faut y aller à fond, même si vous n'êtes pas sûr, parce qu'en fait, faut y aller en fait. Faut vraiment y croire et plus vous y croirez, plus vous rédigerez d'une manière un petit peu, on va dire, brute de pomme et ça donnera envie au lecteur et bien sûr derrière, si vous vendez trop de rêves et que vous n'avez pas une méthodologie qui suit, ça va pas marcher.
Mais en général, en tant que scientifique, quand vous croyez à votre idée, vous avez quand même la méthodologie, mais c'est vous avez du mal un petit peu à la mettre en valeur. Donc voilà, il faut vraiment proposer quelque chose qui, à la fin du projet, dise: «Ah oui, tiens, là, à la fin du projet, je vais avoir quelque chose de tangible». Je vais pouvoir me dire: «Waouh, là, on a une preuve de concept, quelque chose qui montre que, bah, si le projet, il fonctionne, bah, ça va être chouette, quoi». Pas juste, en fait, justement, proposer des publications, par exemple. Donc, si vous proposez un projet qui a, un super, impact et qui donne, et qui fait waouh, l'effet waouh sur le reviewer, bah, derrière, il y a 2 choses très importantes. C'est qu'il faut avoir une stratégie d'exploitation et de diffusion très claire et une gestion des risques. Donc du coup, si vous avez quelque chose de super, et bah, il va falloir réfléchir comment vous allez, diffuser vos résultats, protéger vos résultats. Donc, désolé pour la petite coquille, mais l'idée c'est, faut vraiment mettre en place un plan de propriété intellectuelle. Si vraiment, ce que vous allez proposer, il y a besoin de le breveter ou c'est vraiment, va être extraordinaire, faut l'imaginer. Faut se poser des questions. Qu'est-ce que vous allez mettre en open data et qu'est-ce que vous allez pas mettre en open data? Il faut vraiment avoir une vraie réflexion sur, bah, je vais avoir des super résultats, comment je vais les protéger, les utiliser et qui va le faire? Je conseille vraiment d'avoir des advisory boards sur ces projets. Pour moi, c'est quasiment obligatoire, puisqu'en fait, comme le disait Elsa, la phase, aval du projet va être très importante et va être très regardée. On va vraiment vouloir savoir ce que vous allez avoir comme résultat et comment vous anticipez la diffusion de ces résultats et que vont en faire les gens qui vont utiliser ces résultats. C'est plutôt aussi bien vu d'impliquer des jeunes chercheurs, bah, pour 2 choses. Il y a un petit aspect formation, des jeunes chercheurs, mais aussi ces jeunes chercheurs, bah, c'est on va dire le futur de la recherche. Donc si vous les lancez déjà sur des projets qui sont extraordinaires et que eux mêmes par exemple, utilisent les résultats de ce projet pour des futures choses, bah, c'est top. Et surtout, il faut aussi être ambitieux sur les événements, cibles dans lesquels vous allez faire. Il faut viser des symposiums de fous, qui sont super reconnus, où vous allez, diffuser des résultats, extraordinaires. Enfin, voilà, faut être dans cet état d'esprit. Et surtout, enfin, pensez à une gestion des risques détaillée, donc Elsa en parlait aussi. Faut pas avoir peur d'avoir des gros risques. Faut juste les anticiper et dire: «Bah, voilà, si ça se passe vraiment mal, bah, du coup, voilà comment on va anticiper les choses pour avoir un plan B». Donc voilà sur les conseils un petit peu, que je pouvais dire sur les retours que j'ai eu de montage. Je vais passer juste donc du coup là, rapidement sur un exemple de projet qu'on a accompagné, qui s'appelait iScript, qui est dans le domaine heu, des RNA, ANR. Non, ANR, oh là là là, en français, on n'arrête pas d'en parler. ADN. C'est Non, pas ARN ARN, messager. ARN, ARN. oh, ARN excusez-moi. messager. Voilà, ARN messager, bon voilà, c'est pas comme si c'était pas d'actualité ces derniers temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, pendant le covid, on a entendu beaucoup parler. Ce consortium était déjà un peu, fait dessus et en fait, ce qui se passe, c'est que ces ARN messagers, ils ont en gros, un potentiel extraordinaire pour tout un tas d'applications. Le problème, c'est que ça coûte assez cher d'en faire et donc eux, ils sont partis, bah, nous, on va partir de cellules qui vont faire de la bioproduction d'ARN messager en masse. Donc la fin du projet, à la fin du projet, on va vous proposer une solution qui fonctionne en laboratoire pour l'instant, mais non coûteuse, pour produire à fond, de manière facile, des ARN messagers, pour obtenir des choses thérapeutiques. Donc là, en fait, eux, ils sont partis sur le principe que c'est pas quelque chose, ils sont pas partis de nulle part, on peut très bien partir de nulle part, mais eux, ils ont dit: «ARN messager, on connaît, le problème, c'est que ça coûte très cher de les produire. On va trouver un moyen pas cher, facile et naturel de le faire». Et ce qu'on peut voir, c'est que dès le titre, on est sur l'impact. En gros, ça, c'est le titre du projet, et tout de suite, c'est, voilà, des cellules de levure, enfin, c'est factory, c'est le mot factory qui est intéressant, je trouve, c'est, une fabrique, à partir de levure pour créer de la bioproduction d'ARN messager. Donc dès le départ, juste en lisant le titre, bah, on a un truc un peu ambitieux en disant: «Ah tiens, on va créer une fabrique d'ARN messager». Ils avaient un consortium, donc européen, un petit peu réparti, voilà, sur, 1, 2, 3, 4, 5 pays. Donc ils étaient 2, 4, 6, 8. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait majoritairement donc du coup
des académiques, mais il y avait 2 entreprises, une en Slovénie et une en Allemagne. Et en fait, ces 2-là venaient faire des tests. En fait, en gros, les académiques faisaient des petits tests, in vitro, les envoient aux entreprises qui voient un petit peu comment eux, dans leur machine, ils peuvent les utiliser et ils font des allers-retours comme ça. Donc là, sur leur projet, ça s'appliquait complètement de pouvoir impliquer des entreprises, donc c'était plutôt bien. On n'est pas obligé de les impliquer comme ça c'est le top du top, mais c'est ce que je disais, le mettre en advisory group, c'est déjà une bonne chose, si ça s'applique pas forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, faut pas se dire: «Si j'ai pas d'entreprise, je peux pas y aller», mais par contre, il faut vraiment avoir cette réflexion: «Qu'est-ce que les entreprises vont pouvoir faire de mes résultats?» Donc ensuite, dans leur manière de faire, on peut voir que dans leur titre de work package, c'est pareil, ils étaient quand même, on va dire plus orientés, on va dire process que recherche, si je puis dire. Même si derrière, il y avait beaucoup de recherche. Mais, dans les titres de work package, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est on peut voir que c'est génération de cellules, bioproduction, bioprocess, extraction, contrôle qualité, et puis bien sûr les fameux communication, dissémination et management. Donc en fait, dans l'orientation de la manière dont ils ont présenté les choses, on est vraiment dans un mode projet avec, du contrôle qualité, du process. On est des mots-clés qui vont plus justement vers, le marché que vers, la compréhension d'un phénomène scientifique. Et enfin, ça c'est, une extraction du coup des différents séminaires qu'ils souhaitent faire. On peut voir qu'ils se sont dès le départ, lancés sur des grands sommets, américains, portugais, France, Italie, encore France, mais ce sont des congrès qui sont extrêmement connus dans leur domaine. Ça montre un peu l'ambition du projet. Ça, c'est quand même je trouve que c'est une bonne chose. Heu, Si jamais à un moment, il y en a un que vous ne pouvez pas faire pour une raison ou pour une autre, on est sur un projet scientifique, c'est pas grave, mais il faut avoir l'ambition de le faire. Et voilà, j'ai terminé. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Il nous reste une petite dizaine de minutes et on a déjà une question dans le chat de Barbara pour Polyméris. Bonjour, donc je pense que c'est pour Elsa. Combien de temps en avance connaît-on les sujets de l'UIC Pathfinder Challenge? Alors, en général, les challenges, en fait, sortent en même temps. C'est même pas en général, c'est que systématiquement. Les challenges sont cités dans le programme de travail qui est annuel. Donc, en soi, vous les avez en même temps que la publication, que le programme de travail, c'est-à-dire en décembre. Après, on peut, si vous venez me voir un mois avant, je peux peut-être les dire, je peux vous les dire en off et voir si ça tombe dans vos thématiques, etc. Mais en tout cas, officiellement, la publication, ça va être début décembre, voire fin novembre. Donc, ça vient à peu près un an avant la deadline, vu que pour les challenges, la deadline, elle est en octobre. Et pour le petit guide, parce que je profite pour donner l'info, le petit guide en soi qui est vraiment obligatoire à lire si vous êtes intéressé par un challenge. Là, a priori, cette année, ils l'ont sorti plus tôt, donc les guides vont sortir, on va dire, au premier trimestre de l'année. Donc, vous avez quand même, on va dire, 9 mois à peu près entre la sortie du guide et la deadline. Pour les autres questions, allez-y, soit vous ouvrez votre micro, soit vous la rédigez dans le chat. N'hésitez pas. En attendant, j'en profite parce que du coup, iScript, je ne dis pas de bêtises, c'est coordonné par Chantal Pichon, c'est ça Oui, c'est ça. Et du coup, j'en profite parce que je lui avais fait une petite interview d'elle qui est en ligne sur notre site. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir parce qu'elle a vraiment une belle expérience en plus dans les projets européens où elle donne pas mal de tips en plus de tous les tips que Thomas vient de vous donner. Non, c'est intéressant d'aller voir son interview et même il y a une table ronde où elle a intervenu, où elle a fait son témoignage avec un lauréat aussi accélérateur. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est pleine de ressources aussi. Merci beaucoup pour les super présentations. J'ai une question, donc Barbara de Paul Pharma. C'est une question par rapport au caractère innovation de rupture. En fait, on a des chercheurs, donc je travaille dans le cadre d'un programme de recherche et développement sur les biomédicaments. On a beaucoup de chercheurs qui
travaille sur des cibles thérapeutiques, la recherche sur des cibles thérapeutiques et qui essaie de développer des médicaments pour, mettons, une indication. Et dans quel cadre, en fait, ça peut être considéré comme une innovation de rupture? Est-ce que c'est pas dans le cas où, par exemple, il n'y a pas de traitement disponible sur cette indication-là? Ou si c'est vraiment, il faut que le médicament soit vraiment un médicament qui n'existe pas ou voilà, il y en a assez peu sur le marché? C'est ma question. Bon, c'est un peu compliqué de répondre parce qu'en fait, ça dépend, je pense, du cas par cas du projet. Mais je pense que c'est plus les questions à se poser. Et je trouve que Thomas l'a bien dit aussi. C'est qu'en fait, parfois, ce qui priorise, c'est plus l'impact sur le marché que la rupture avec l'état de l'art comme on l'entend. Alors, les deux sont liés aussi, mais il peut y arriver que pour certains points, on puisse se dire, bon, c'est pas non plus la méthodologie scientifique est excellente, elle n'est pas en rupture totale, même si elle prend un axe différent, vu qu'on va sur quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, mais qui n'est pas autant en rupture qu'on pourrait l'entendre, mais qui aurait un impact considérable parce que nouvelle thérapie, qu'on arrive à soigner des pathologies, ça, l'impact, il est indéniable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nouveau marché de thérapie qui peut se lancer sur telle maladie ou tel virus, je ne sais rien. Donc, je pense que ça rejoint aussi ce que disait Thomas, c'est la façon dont vous le présentez, dont vous le vendez en fait. Parce qu'il faut vraiment le vendre, entre guillemets, et arriver à persuader les évaluateurs que il faut financer ce projet parce que le gain serait considérable, parce qu'on a la meilleure équipe derrière et que c'est le bon timing. Parce que ça pourrait positionner l'Europe en première mondiale sur tel sujet et tel sujet. Donc, c'est pas si facile parce que si on regarde, il y a des évaluateurs qui sont plus accrochés à ça, d'autres à moins. Et quand on voit les projets qui sont financés sur les challenges, et donc qui sont des choses qui sont littéralement formulées par la commission, on se rend compte que des fois, il y a des sujets qui ne sont pas aussi disruptifs qu'on l'imagine initialement. Ouais, moi, je confirme par expérience, je vois que souvent, ça existe, hein, des projets qui viennent de nulle part avec une idée, bam, qui révolutionne tout. Mais en majorité, on est plus sur des projets qui vont soit réunir deux idées ou deux chemins qui se parlent jamais, et puis bah, boum, rajouter une gomme et un crayon, ça crée un super truc de ouf. Enfin, c'est vraiment mélanger les choses et ça devient un nouveau produit, ou justement les notions d'échelle. Quelque chose qui ne fonctionnait que sur le très grand, mais pas sur le petit. Quelque chose qui coûtait très cher, mais maintenant qui coûte pas cher grâce au projet. Ces notions-là, en fait, souvent, c'est plus ça, qui sont déjà de la grosse rupture, parce que réussir à le faire, c'est assez extraordinaire et ça révolutionne vraiment. Mais c'est un peu plus rarement, en fait, l'idée qui vient tout changer. Parce que aussi, le problème de l'idée qui vient tout changer, c'est que des fois, quand on dépose ces projets-là, ben, on a le retour un peu étrange qui dit le projet est peut-être un peu trop risqué ou sort trop de nulle part, on voit pas comment la méthodologie est pas bonne ou autre, ou manque d'expérience. Enfin, c'est voilà. Le top du top, c'est de trouver ces projets-là, mais pour les obtenir, c'est presque plus difficile. Enfin, au vu de mon expérience. Merci. Il y a une question dans le chat, je crois, qui est peut-être pour moi. Et je vois combien y a-t-il de pages à préparer pour la lettre d'intention du Pathfinder. Alors, la lettre d'intention, c'est la proposal, parce que je ne suis pas sûre de savoir exactement. Mais si c'est une demande de la taille oui, c'est ça, c'est pour la première soumission. Ouais. Ok, bah, de toute façon, il n'y a qu'une soumission pour le Pathfinder. C'est-à-dire que vraiment, vous soumettez, vous avez la deadline. Là, on va prendre l'exemple du 18 octobre parce que c'est la même chose pour le 4 mars ou quoi. C'est en fait, vous avez le 18 octobre, vous allez sur le site Funding and Tenders, vous êtes accompagné, vous allez remplir votre budget et vous avez une proposal à télécharger que vous aurez rempli au préalable, bien sûr. Vous allez télécharger sur le site. Et là, le format, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est 17 pages pour un open et c'est 25 pour un challenge. Il faudrait que je recheck. Il me semble que c'est ça. Parce que sur le challenge, on va demander plus de détails, parce qu'en plus, on va vous demander de vous présenter dans un cadre bien précis. Donc, on vous laisse une plus grosse marge de manœuvre. Mais c'est 17 à 25 pages. Je vais rechecker à côté. Les 2 pages, c'est la réponse aux reviewers, c'est ça?
Ah non, vous me parlez ah d'accord, pardon, vous me parlez du droit de réponse. D'accord, pardon, excusez-moi, j'ai pas Non, compris. il y a les deux qui m'intéressent parce que vous D'accord. avez mentionné, je crois, dans votre présentation, Oui. 2 pages. Ça, c'est le droit de réponse au revenu. Ça, c'est oui, voilà, exactement. En D'accord. fait, vous avez Ok. la Ok, proposition, donc le c'est gros 17 pâté que pages. vous Ok. déposez, et après, on va vous renvoyer les remotes, les commentaires des évaluateurs. Et là, vous avez le droit d'utiliser ce droit de réponse. Ce n'est pas une obligation, mais bon, 97% des gens l'utilisent. Et c'est A4 2 pages. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Et une deuxième question, est-ce qu'il est possible de récupérer les présentations et l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui? Moi, je ne sais pas. Mais oui, je peux envoyer les Oui. présentations. Mais, et puis, sachez que sur les infos que j'ai mis en dernière slide, donc notre mini-site, etc., en complément des webinaires qui sont déjà organisés par le réseau Euclid, si vous voulez aller plus loin, on a fait des webinaires où on passe un peu plus de temps, c'est normal parce qu'on passe 1 heure et demie, on répond à plein de questions et on a des témoignages sur le Pathfinder Open, particulièrement si ça vous intéresse. Pareil pour les challenges. Et puis, si vous avez besoin d'infos, s'il y a un challenge qui vous intéresse pour octobre, vous n'hésitez pas à venir. Moi, je vous envoie les webinaires qui ont été organisés par la commission, par le programme manager, les guides, etc. pour vous faire gagner du temps, pour éviter d'aller chercher vous-même de partout. Merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, écoutez, si tout était très clair, oui, la présentation sera disponible, on vous l'enverra à tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à contacter soit directement Elsa au PCN, soit Thomas, moi ou les chargés d'affaires de l'Université de Tours, ou bien directement le Euclid pour d'autres infos, si vous avez des questions. Et puis, on peut vous libérer pile poil à 14 h, impeccable. Merci à vous Bonne pour journée à tous. l'invitation. Bonne Merci journée. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup et beaucoup. bonne journée.